Les esprits libres et courageux. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Elisa Roras. Est-ce que j'ai bien dit en espagnol ou pas du tout, Elisa? Qu'est-ce que j'ai fait là? Je le prends pas mal, qu'on ait du mal avec l'espagnol, c'est pas grave. Je suis franco-chilienne, donc vous pouvez le dire, comme vous voulez, Rojas. Rojas ou Rojas, mais c'est comme vous Ah, voulez. c'est ça, c'est ça. Oh là là, le R, le J, magnifique, extraordinaire. Je suis très heureux de vous recevoir ce matin. On essaye de mettre un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les images. Pour mourir, tapez 1. Comment la loi sur la fin de vie inscrit la mort dans une logique capitaliste aux très belles éditions du Détour. C'est votre nouvel ouvrage, même le premier, je crois, en Non, fait. le deuxième. Le deuxième? Oui. Ah ben oui, je suis bête, puisque vous parlez du premier dans celui-là. Tapez 1 pour mourir, c'est en fait un message qui existe au Canada. Alors, il n'existe pas au Canada, c'est une petite exagération de ce qui existe au Canada. Puisque en fait, parmi, l'une des choses qui m'a le plus frappée, quand, j'ai commencé à, me pencher sur cette question et à, voilà, à m'informer sur ce qui existait au Canada, c'est qu'en effet là-bas, l'aide médicale à mourir, donc ça s'appelle là-bas l'aide médicale à mourir, eh bien, les gens qui veulent y avoir accès, ont, une hotline à leur disposition 24 heures sur 24 avec une voix préenregistrée qu'on peut d'ailleurs entendre dans l'excellent documentaire de Liz Kerr qui s'appelle Better of Dead et qui est disponible sur YouTube en intégralité. Et en fait, cette hotline, elle permet d'être pas seulement informé sur le dispositif, mais également en fait d'être mis en contact avec un professionnel qui va pouvoir initier les choses. Tout ne se passe pas par téléphone, bien évidemment, mais en tout cas, on vous met directement en contact avec un professionnel qui peut, suivre la procédure et ça m'a paru, très symptomatique, d'une société qui est en train de se déshumaniser, en fait et où, voilà, la mort est accessible via une hotline. Donc le titre, fait référence, à cette hotline en exagérant évidemment, un petit peu, le dispositif qui se présente pas exactement comme ça. Mais ceci dit, quand on sait, puisque apparemment la semaine dernière un article de presse, est sorti nous informant qu'il était envisagé d'envoyer en France des SMS aux malades pour leur dire combien ils coûtaient à la sécurité sociale, je me dis qu'on n'est pas très, très loin de la réalité, dans le titre que j'ai choisi. Handicapée, avocate, on vient de le comprendre en vous écoutant, militante, vous signez un plaidoyer implacable contre la loi d'aide à mourir dans la dignité. Pour vous, cette loi ne serait rien d'autre que de la nécropolitique. Loin des considérations catho-réactionnaires, vous nous mettez face à nos contradictions. Quand je dis nous, la gauche, avec notre soif d'autodétermination de nos corps, j'avais reçu quelqu'un qui est du même côté, mais diamétralement opposé à votre point de vue, Lola Messierov, qui, pour elle, il faut aller encore plus loin dans le suicide assisté. Et là, on va aujourd'hui vous écouter et expliquer pourquoi vous pensez que la gauche se trompe sur ces questions-là. Ne parlons pas des catho-réacs. Votre critique n'est pas du tout celle des réactionnaires. Juste un tout petit point, Elisa. On en est où exactement sur la loi en France d'aide à mourir? Alors, on en est à ce qu'elle a été votée 2 fois par l'Assemblée nationale et qu'elle a été rejetée 2 fois par le Sénat. Il y a eu la convocation récemment d'une commission mixte paritaire, donc avec des parlementaires, du Sénat et de l'Assemblée nationale pour essayer de trouver un accord. L'accord n'a pas été possible puisque véritablement, voilà, il n'y a pas de compromis entre les 2 chambres, manifestement envisageable sur ce texte et ça devrait être, réexaminé encore une fois à l'Assemblée nationale le 22, sachant qu'il y a la possibilité, de donner le fin mot, à l'Assemblée nationale si véritablement, il n'y a pas d'accord, possible. Donc, il y a un vote solennel qui est prévu le 15 juillet si je me trompe pas. On a
c'est pas toujours facile de suivre le processus parlementaire, Eh oui. je ne vous le cache pas. Des fois, on manque d'informations. En tout cas, il y a une chose qui est assez notable, c'est que tout est fait pour qu'on essaye d'aller très vite sur ce texte. L'idée, c'est qu'il soit adopté avant la pause estivale parlementaire. Donc, il y a une pression pour que ça soit vite examiné, que les choses s'accélèrent, alors que c'est pourtant un texte qui mérite réflexion et temps. Et l'idée, c'est que Emmanuel Macron veut que ce texte passe avant la fin de son mandat. Ça, c'est son objectif. Il l'a dit à plusieurs reprises parce qu'il envisage que ça va redorer son blason et lui donner une image un peu moins négative sur le départ. Je pense que, au contraire, c'est l'aboutissement de sa politique de destruction du système de santé et du système de protection sociale. Je vous retrouve exactement comme je vous avais rencontré. Vous étiez venu avec votre courage et votre ténacité au Festival des médias indépendants. Et à côté de moi, il y avait Muriel et Aurélie qui tenaient le stand au poste et qui me disaient il faut vraiment inviter cette dame. Et je vois que le chat est très heureux de vous voir. Page 5. N'en déplaise à ses défenseurs, écrivez-vous, il existe à gauche une critique solide, argumentée et articulée de ce projet de réforme dont vous venez de parler. Cette critique mérite d'être entendue et de nourrir la réflexion de tous. Elle n'est ni religieuse, ni réactionnaire, elle est même antifasciste. Alors évidemment, là vous me prenez par les sentiments. En quoi votre position est antifasciste ? Alors déjà, si j'ai précisé tout ça, c'est parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, et ça mérite qu'on s'y attarde, en fait, il y a une grande désinformation autour de ce sujet et du texte en question, et on ne peut que déplorer en tant que militant handicapé que les médias n'aient pas donné la parole aux personnes concernés, malades et handicapés qui s'opposaient à ce texte, et que notamment les médias de gauche ont participé à cette désinformation et ne nous ont pas donné beaucoup d'espace pour nous exprimer. Autant ceux qui défendaient ce qu'on appelle l'aide à mourir, on verra ce que ça recouvre très exactement parce qu'en soi ça veut rien dire, eh bien eux ont eu un boulevard en fait pour s'exprimer, alors que nous on a dû lutter. La preuve, j'ai dû aller vous chercher pour que vous m'invitiez, en fait. J'ai dû vous convaincre, en fait. Donc, je suis prête à le faire parce que l'enjeu est très important pour nous, mais on en est quand même là. C'est-à-dire que nous, en tant que militants, en fait, on doit jouer des coudes, on doit être proactif et alerter la gauche, les secouer pour qu'ils commencent un peu à nous écouter. Pourquoi la critique en question, elle est antifasciste? Elle n'est pas que antifasciste, mais compte tenu du contexte social et politique et compte tenu du fait qu'on est en pleine fascisation de la société et que c'est pas seulement un problème national, mais même un problème mondial, je pense que être bien informé sur ce texte et avoir conscience des conséquences désastreuses que ça pourrait avoir, notamment dans un contexte fasciste, est important en fait, et que dans cette ordre d'idée, je pense en effet que cette critique, elle est solide, elle est articulée et elle n'a rien à voir avec une critique catho-réac, voilà. Et en fait, la gauche, et notamment la gauche parlementaire, a quand même mis sous le tapis nos arguments en mettant tout le monde dans le même sac et en prétendant, en allant jusqu'à dire qu'on était manipulé par des catholiques réactionnaires ou par la droite pour s'exprimer contre ce texte, qui est assez drôle en fait quand on connaît les parcours de certains d'entre nous. Ça n'a juste aucun sens, hein. On a la possibilité de réfléchir par nous-mêmes et de nous faire une opinion voilà, sur un texte comme celui-là. Moi en plus il se trouve que je suis avocate, donc je sais lire un texte juridique et je pense avoir la capacité d'apprécier sa dangerosité. Donc on a mis tout le monde dans le même sac parce que c'était plus simple. Ça permettait en fait de dire mais de toute façon toutes les critiques sont dogmatiques, irrationnelles, moralisatrices, et ce n'est pas le cas, en fait.
Maître, on s'est dit qu'on se donnait 1 heure pour cet entretien. Je vais aller directement sur une question qui pour vous va être évidente, banale et peut-être fatigante, mais c'est quand même important. La question du validisme et de l'antivalidisme, d'une manière générale, et après on va rentrer dans le détail de votre ouvrage et de votre... Voilà, qu'est-ce que c'est pour vous et pourquoi la gauche ne s'empare pas ou difficilement de ces questions-là? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Alors, si on devait définir le validisme, peut-être, parce que Oui, parfois voilà. c'est nécessaire, Oui, moi je dirais en résumé que c'est un système d'oppression. C'est le système d'oppression, en fait, que vivent les personnes malades et handicapées. C'est en fait l'idée que les personnes valides sont la norme, l'idéal à atteindre, et ça s'accompagne de toute une construction intellectuelle, de tout un discours qui vient dévaloriser la vie des personnes handicapées, les inférioriser et justifier des politiques publiques qui les excluent, qui organisent socialement leur mise à l'écart. En fait, si on veut résumer le validisme, je pourrais dire ça. Donc en effet, je pense qu'une des principales difficultés à gauche, c'est qu'il n'y a pas d'analyse politique pertinente des questions de santé et de handicap à travers le prisme du validisme. C'est-à-dire que la gauche ne veut toujours pas admettre, reconnaître que les personnes handicapées sont une minorité opprimée et que leur exclusion n'est pas le résultat de la fatalité ou la faute à pas de chance, que c'est une organisation sociale qui est totalement consciente et délibérée. Elle n'écoute pas les gens comme nous, c'est-à-dire les militants avec une conscience politique et qui développent un discours politique. Elle préfère la plupart du temps continuer à écouter des acteurs qui ont pignon sur rue et qui ne vont pas toujours dans le sens de la défense de nos droits, c'est-à-dire des associations gestionnaires de services ou d'établissements réservés aux personnes handicapées qui sont condamnées par l'ONU, donc des associations qui organisent elles-mêmes notre exclusion et la gèrent et se positionnent comme des représentants, alors que même l'ONU l'a rappelé, elles ne devraient pas être considérées comme des représentants des personnes concernées. Et la gauche écoute aussi beaucoup les professionnels du social et du médico-social. Et le problème, c'est qu'il y a des conflits d'intérêts parce que, en fait, il y a une économie autour de la gestion des services et des établissements spécialisés que personne ne veut remettre en cause et que parfois, il y a des personnes qui appartiennent à cette économie qui ne vont pas dans le sens de la protection et la défense des droits des personnes concernées et vers des politiques publiques d'émancipation. Et donc, la gauche, en fait, elle veut pas, et c'est notamment très très visible à travers cette proposition de loi, la gauche, elle ne veut pas regarder en face ces angles morts, en fait. Elle ne veut pas. Elle refuse, et donc, elle préfère nous mépriser, nous mettre de côté, prétendre que nous ne serions pas capables d'avoir un discours intelligent sur Elisa, cette question. la question politique, c'est est-ce qu'elle refuse par indifférence ou c'est un choix, selon vous? Et si c'est un choix, pourquoi? Pour moi, c'est un choix. Et À partir du moment où nous existons, on a quand même investi au maximum les réseaux sociaux. On produit des choses. On a des blogs. On écrit des articles. Parfois, on arrive à faire publier des livres. Il y a des tas de supports différents et variés dont les militants handicapés sont à l'origine. Donc, venir nous dire aujourd'hui, en 2026, que c'est pas délibéré de ne pas vouloir nous écouter, je pense que ça se tient pas très bien. En fait, je pense qu'il y a un refus de se remettre en question sur ces questions. Maître, nous allons donc définir la loi. De quoi parle-t-on quand on parle d'aide à mourir? Vous démarrez votre ouvrage avec ça. Je le redis, l'ouvrage est intitulé « Pour mourir, tapez 1 ». Il est court, il est incisif et il est percutant. Vous dites mort, suicide, euthanasie. Les termes sont simples pour peu qu'on veuille les utiliser. Pourtant, ces mots sont étonnamment absents des textes présentés au Parlement. Ben oui, je suis la première surprise de ce constat. En lisant le texte, j'étais quand même très frappée de voir que ces mots-là ne sont pas présents. Et en même temps,
C'est assez logique, compte tenu, voilà, de ce que font, ceux qui défendent ce texte de loi, à savoir essayer de masquer à tout prix, la violence, du projet et de ce qu'on cherche à mettre en place, en utilisant des termes, flous, des termes euphémisants, des termes, qui ne veulent rien dire, sans préciser exactement de quoi on est en train de parler. Par exemple, la France a choisi, voilà, d'inventer le terme aide à mourir. Aide à mourir, Dans la dignité. non, aide à mourir. Ça, c'est le texte, attention. Mhm, Le texte relatif à l'aide à mourir. mhm. Voilà. Et le dispositif s'appellera comme ça, l'aide à mourir. C'est un droit, donc un nouveau droit qui serait mis en place. Mais est-ce que les gens savent ce que ça veut dire, aide à mourir? Parce qu'en soi, c'est pas très clair. Ça recouvre deux réalités, l'euthanasie et le suicide assisté. Ce sont deux modalités de suicide médicalisé, d'accord? Qu'est-ce qui distingue l'euthanasie et le suicide assisté? La plupart des gens ne le savent pas. L'euthanasie, eh bien, la personne, en fait, ne prend pas elle-même le produit létal, c'est un tiers qui administre la substance létale, ce tiers étant en général une personne appartenant à une profession médicale, infirmier ou médecin. Ça, c'est l'euthanasie. Le suicide assisté, par contre, c'est le fait de donner la substance létale à la personne malade qui le demande, qui se l'administre elle-même, le prend, quelle que soit sa forme, elle-même. C'est ça qui distingue les deux. Et quand on parle de légaliser l'aide à mourir, en France, on parle de légaliser le suicide assisté et l'euthanasie. Les deux seront légalisés. La seule chose que pour le moment, on ne sait pas, parce que ça reste incertain, ça peut bouger, c'est que certaines personnes voudraient que l'euthanasie soit réservée à des gens qui ne peuvent pas prendre eux-mêmes la substance létale. Pour le moment, c'est ce que le texte prévoit. Mais il y a des gens, notamment à gauche, qui font pression pour que cette condition disparaisse et que les gens aient le choix entre suicide assisté et euthanasie. Et pourquoi? C'est parce qu'il a été constaté à l'étranger que quand l'euthanasie est une possibilité, les gens se dirigent vers l'euthanasie pour en fait que ce soit un tiers qui accomplisse l'acte et quelque part se décharger sur le tiers. Alors que quand il n'y a que le suicide assisté de disponible, eh bien les gens vont moins sur cette solution et c'est plus difficile d'aller jusqu'au bout quand c'est vous-même qui devez prendre la substance létale. Donc ça, c'est votre interprétation de ce que prévoirait Ah, c'est la pas loi. une interprétation. Là, j'explique ce qu'il y a D'accord, dans le texte, ce qu'il pourrait y avoir, ce qui pourrait changer. exactement. Vous défendez le dispositif actuel. En réalité, ce que vous dites, c'est ce qui existe aujourd'hui est suffisant. Alors, il y a cette notion de, je ne sais pas si ça va vous convenir, d'euthanasie passive dans le fait de débrancher quelqu'un, voilà, pour qu'il parte. Vous, ce que vous dites, c'est que ce qui existe aujourd'hui, finalement, convient, c'est ça? Alors, en fait, en effet, on considère qu'en France, on laisse mourir pour le moment, mais on ne provoque pas la mort. Donc ce texte, ce serait le basculement vers le fait de provoquer la mort. Aujourd'hui, contrairement à ce que prétendent les gens qui défendent l'aide à mourir, il n'y a pas de vide juridique. Il n'y a pas rien sur la fin de vie en France. Ça, déjà, c'est un mensonge. Il y a une loi. Il y a une loi, les lois Claeys-Leonetti, en fait. Et ces lois prévoient différentes choses pour les malades, différents droits, notamment le fait de pouvoir s'opposer à l'acharnement thérapeutique, le fait de pouvoir bénéficier d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès quand le pronostic vital est engagé à court terme. Court terme, ça veut dire quelques heures, quelques jours. Et ces souhaits peuvent faire l'objet de directives anticipées pour les malades. Ça, c'est ce que prévoient les lois Claeys-Leonetti. Et très sincèrement, c'est pas mon genre, comme je l'ai dit dans le livre, de vanter l'exception française, qui en général, voilà, me paraît assez peu justifiée. Mais pour le coup, je trouve qu'on a un dispositif, un cadre légal qui est raisonnable, en fait, et qui est équilibré. Et ce qui manque à ce dispositif, comme très souvent quand il y a des textes de loi, ce sont les moyens, en fait. On n'a jamais véritablement donné tous les moyens sur ces questions de fin de vie
au texte de pouvoir être appliqué correctement, d'accord? Et il faut quand même savoir que ce dispositif, ce cadre législatif qui existe déjà, il a été évalué par des parlementaires. Mhm. Parce que voilà, c'est normal au bout d'un moment de revenir sur un texte et de se demander: «Mais est-ce que ce texte fonctionne? Est-ce que ce texte est suffisant? Est-ce qu'il ne faudrait pas changer quelque chose?» Eh bien, ce rapport, cette mission d'évaluation, elle a été faite, elle a rendu ses conclusions en mars 2023. J'ai lu tout le rapport et la conclusion de ce rapport est très intéressante et on ne vous en parle jamais. C'est que ce dispositif répond à la majorité des besoins, que les cas qui ne sont pas couverts sont minoritaires, que quand les gens sont correctement pris en charge, ils ne demandent plus à mourir et que la principale difficulté, c'est l'absence d'information des malades et parfois même des professionnels de santé sur ce qui existe déjà. Ce que la loi prévoit, rappelez-vous, page 12, c'est d'ouvrir l'accès à l'euthanasie et au suicide assisté à toute personne atteinte, alors là j'ouvre les guillemets parce que c'est le texte de loi que vous citez, à toute personne atteinte d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital en phase avancée, caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade, qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale. Et si mes souvenirs sont bons, ce que vous trouvez particulièrement compliqué, c'est le terme en phase avancée, c'est ça? Alors, Non, en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, il faut que les gens sachent qu'on est sur un texte qui concerne plus depuis longtemps la fin de vie. Ça, c'est quand même important. Il a même Oui. changé de nom pour cette raison. Mhm. Au départ, c'était voilà, un projet de loi qui venait du gouvernement qui s'appelait relatif à la fin de vie. C'est devenu la proposition de loi relative à l'aide à mourir parce qu'il n'est plus question depuis un certain temps de personnes en fin de vie, c'est-à-dire dont la mort est très proche. D'accord? La définition de l'aide à mourir et notamment des personnes qui sont éligibles, si vous la lisez rapidement comme ça et que vous êtes éloigné des questions de santé et de maladie, en effet, vous pouvez avoir l'impression que c'est précis et que c'est strict. Oui. Mais si on s'arrête sur chacun des termes, on va se rendre compte que pas du tout, en fait. Par exemple, pronostic vital engagé, à partir du moment où on ne précise pas à quelle échéance, où il n'y a aucune notion en termes de temporalité, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Il y a des tas de maladies qui engagent le pronostic vital. Phase avancée, c'est très étonnant que ce soit utilisé dans le texte, puisque l'ARS nous a dit que c'est une notion qui ne trouve pas de consensus médical. Donc pour les médecins, c'est déjà une notion pas pertinente. Quand même, il faut le savoir. Et il y a donc des tas de critères qui regroupent des tas de personnes malades. Et le critère important en phase terminale, c'est le seul critère qui n'est pas cumulatif. Il est alternatif, c'est ou en phase terminale. En résumé, ça veut dire que sont couverts par le texte, champ d'application très large, des tas de personnes avec des problèmes de santé, certes graves, évolutifs, potentiellement chroniques, mortels, etc., mais dont, en Attention, fait, la mort... attention au micro. Excusez-moi. Je vous en prie. Mais dont la mort n'est pas imminente, dont la mort n'est même pas prévisible. Donc, ça concerne un nombre considérable de malades. Il y a des tas de personnes prises en charge au titre de l'ALD qui pourraient répondre à cette définition. Donc, en fait, c'est ça qui est quand même perturbant, c'est que je ne suis pas certaine que les gens aient conscience de ce champ d'application extrêmement large et du fait qu'il est absolument plus question de s'adresser à des personnes mourantes. Vous dites même que cette réforme concerne les malades, les personnes malades, et vous ajoutez « et handicapés ». J'aimerais lire un petit passage pour vous permettre de rebondir. Vous écrivez « La maladie est donc davantage une notion médicale ». Je le dis parce que, moi je vous le dis franchement, en vous lisant, j'ai découvert cette notion que vous vivez tous les jours et que je découvre, et je vous en remercie. La maladie est donc davantage une notion médicale qui repose sur des critères biologiques, tandis que le handicap est une catégorie sociale qui prend en compte l'interaction entre des limitations et des obstacles qui empêchent la participation à la société. Qu'est-ce que cette définition illustre par rapport à ce projet de loi ?
En fait, il y a une très grande hypocrisie et c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus, puisque, à gauche notamment, les personnes qui défendent la proposition de loi ont affirmé, que ça ne concernait pas les personnes handicapées. Mmh. Et donc là, quand même, on est sur, vraiment quelque chose qui relève de soit la méconnaissance grave, soit, la malhonnêteté. Nous dire ça à nous, vraiment, c'est, fort de café. En fait, vous avez donné, la définition de l'un et de l'autre Oui. et il est assez simple à comprendre que les limitations, dont on parle, quand on parle de limitations physiques, mentales, psychiques, elles ont des causes, d'accord? Et la plupart du temps, pas toujours systématiquement, mais souvent, la cause, c'est la maladie. Et que donc, maladie et handicap sont des notions qui ne sont pas hermétiques l'une à l'autre, mais qui, très souvent, se croisent. Si vous voulez voir une personne à la fois malade et handicapée, vous l'avez devant vous. Je suis pas la seule en France, je vous rassure. Il y en a plein. Mais venir nous dire Mmh. que ça n'a aucun rapport, que ça ne concerne pas les personnes handicapées, c'est vraiment, abusif. C'est nous prendre pour des jambons, franchement, c'est assez grave et des élus, voilà, très médiatisés, qui viennent nous dire ça, qui se disent de gauche, c'est pas sérieux, en fait. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que ça concerne les personnes handicapées que l'ONU a écrit à la France, le Absolument. comité des droits des personnes handicapées, donc l'ONU peut-être se trompe, contrairement à Sandrine Ça peut lui Rousseau. arriver, reconnaissez que ça peut lui arriver, mais là non. En tout cas, nous, en tant que personnes handicapées, heureusement qu'on a l'ONU Ouais. pour rappeler la France à ses devoirs parce qu'on n'est pas beaucoup soutenu. Mmh. Et il se trouve que c'est le comité des droits des personnes handicapées qui a écrit à la France pour s'inquiéter de la proposition de loi, de même qu'elle a écrit au Canada pour l'alerter sur la tournure que prennent les choses concernant l'aide médicale à mourir chez eux. Donc, ça concerne bien, sans aucun doute possible, les personnes qui sont aussi malades et handicapées. Alors évidemment, la question qui est au cœur de tout ce que vous dites, une des questions, c'est celle du progrès, hein, donc le camp de la gauche et le camp progressiste, etc. Et là, vous avez une façon de nous prendre par la veste que je trouve très efficace. Page 19, pour déterminer, écrivez-vous, si une mesure est progressiste, puisqu'elle est présentée comme telle, hein, on est bien d'accord, et apprécier sa possible dangerosité, il faut se demander si elle favorise ou non ceux qui détiennent le pouvoir au sein de la société. Il faut se placer du côté des moins privilégiés, de ceux qui vivent les inégalités les plus fortes, et se demander si leur marge de manœuvre face à la dite mesure sera réelle ou illusoire. Je trouve que là, c'est une des phrases les plus politiques de votre bouquin. Est-ce qu'on peut développer un petit peu ça ? C'est difficile, tout est dit dans mon livre, donc redire les choses moins bien, c'est toujours un petit peu délicat. C'est pour ça qu'on prend la peine d'écrire, des livres. Mais oui, le progrès, c'est supposément aller vers un mieux, en fait. Et quand on parle de progrès social, c'est, une amélioration des conditions de vie par, une transformation de l'organisation sociale. Or, cette proposition de loi ne transforme absolument pas l'organisation sociale. Au contraire, elle vient conforter l'organisation sociale et notamment celle qui est guidée par ce qu'on a défini tout à l'heure, à savoir le validisme. Au contraire, toute la construction intellectuelle qui vient justifier la proposition de loi part du principe qu'il y a des vies qui valent pas la peine d'être vécues, il y a des vies qui sont pas vraiment des vies, il y a une hiérarchisation des vies. Et donc ça, c'est totalement aller dans le sens du discours dominant. Donc il n'y a pas de transformation à cet égard, il n'y a pas de changement. On est au contraire dans la droite continuité de ce qui existe déjà et on va même aggraver les choses en actant officiellement cette hiérarchie des vies à travers ce texte. Alors, pourquoi je vous ai cité et que je vous pousse à développer, c'est parce que, vous le savez bien, il y a des arguments, d'ailleurs que vous discutez
pour les réfuter, mais que vous discutez. Je parlais tout à l'heure d'autodétermination des corps, d'avoir le pouvoir sur son corps, donc le pouvoir sur sa vie. Certains, justement, considèrent que c'est dans la lignée, finalement, par exemple, de l'IVG, de pouvoir disposer de son corps et de dire à un moment donné, bah voilà, je veux passer dans l'au-delà. Et vous dites non, c'est fallacieux. C'est un argument qui serait fallacieux. Oui, il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est compliqué de trier. Mais pour moi, cette comparaison qui est faite avec l'IVG, elle a absolument aucun sens. Comme d'ailleurs la plupart des comparaisons qui sont faites avec d'autres combats progressistes. Le but, c'est juste de créer de la confusion idéologique et de donner un semblant de noblesse à la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie, qui n'a absolument aucun rapport. En fait, déjà, expliquez-moi qui meurt au moment d'un IVG. Est-ce qu'il y a un mort? C'est pas la question du mort, Bah là. si, C'est parce que la en question fait, du corps. non. C'est De important. choisir. Mais attendez, chaque dispositif a un objectif, une conséquence. Mhm, D'accord? Donc déjà, on a deux dispositifs avec des conséquences qui n'ont rien à voir. mhm. Dans un cas, on provoque la mort d'une personne, d'un être humain. Dans l'autre, qui meurt? Je vous pose la question. Il n'y a pas de mort dans l'IVG. On protège la vie des femmes. Mhm. Parce que le but, c'est de leur éviter des avortements clandestins qui mettaient en jeu leur vie et leur santé. Donc, en fait, déjà, rien que sur ça, ça n'a aucun rapport. Ensuite, l'IVG, en effet, est un progrès dans la mesure où il vient, en fait, remettre en cause le patriarcat Mhm. et le pouvoir du patriarcat sur le corps des femmes. Absolument. L'aide à mourir ou suicide assisté et euthanasie ne vient absolument pas remettre en cause le système de domination qui s'applique aux personnes handicapées et malades, je viens de vous le dire, en fait. Ça vient le conforter, au contraire. Donc, je ne comprends même pas qu'on puisse faire cette comparaison. Par ailleurs, quand on dit qu'on s'oppose à ce texte, ce n'est pas pour condamner les personnes concernées à la souffrance. Personne ne milite pour la souffrance des gens qui sont en train de Bien mourir. sûr, bien sûr. Je veux être bien Oui, claire. bien Ouais, sûr. bien sûr, c'est pas clair pour tout le monde, en fait. Donc, on ne milite pas pour la souffrance, on milite pour qu'il y ait du soutien là où il y en a besoin, en Mhm. fait. Donc, ça n'a absolument pas de rapport. Par ailleurs, on ne peut pas faire de la liberté individuelle le seul critère d'une mesure. Ça, ce n'est pas non plus très sérieux parce que il y a d'autres choses à prendre en considération, d'autres droits, d'autres intérêts. Il faut prendre en compte l'égalité, il faut prendre en compte la solidarité. Quand on est de gauche, on sait que, en fait, il n'y a pas de liberté sans égalité et que même l'égalité est la condition de la liberté. Et les personnes malades et handicapées ne sont pas à égalité dans cette société. Elles ne seront pas à égalité face à un dispositif comme celui-là. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et oui, encore une fois, quand on invoque la liberté comme ça de façon abstraite, il faut se demander, en fait, est-ce que les personnes les moins privilégiées, celles qui vivent le plus de contraintes et le plus d'oppression, vont véritablement avoir une marge de manœuvre? Si ce n'est pas le cas, alors il y a un problème. On n'est pas sur un progrès et on ne peut pas faire privilégier la liberté. Encore plus quand cette liberté crée un risque collectif pour une collectivité. Ça, c'est très important parce que figurez-vous que vivre en société, c'est aussi accepter des restrictions à la liberté. C'est-à-dire, si je traduis, vous considérez que cette loi renforcerait le validisme, finalement, Oui, clairement. et Il donnerait... l'acterait même. Comment? Il l'acterait, Il l'acterait. c'est ce que je veux dire. Vous prenez un exemple, j'imagine qu'il a été discuté avec votre éditeur, ou en tout cas avec les gens autour de vous. Vous prenez un exemple qui est celui du nazisme. J'essaie de retrouver mes notes. Je vais les retrouver dans pas longtemps, mais je sais que vous avez ça par cœur en tête. Expliquez-nous le lien que vous faites entre cette loi, le nazisme, et après on discutera de ce que ça peut vouloir dire.
Alors, c'est pas un exemple, c'est un rappel historique qui me semble nécessaire pour contextualiser les Ça y est, choses. je l'ai. Il n'y a L'action pas eu ouais, T4. allez-y si vous voulez. Non, je vous en prie. Il n'y a pas eu de grande discussion avec mon éditeur parce que, voilà, j'écris ce que je veux et que, je pense avoir, été, tout à fait prudente, sur cette question. Mais je pense qu'il est important de rappeler ce qui s'est passé, sous la Deuxième Guerre mondiale. Ça fait partie de l'histoire collective des personnes malades et handicapées et cette histoire, elle est méconnue. Donc si on veut résumer, entre, 1939 et 1945, il y a eu une opération d'extermination des personnes malades et handicapées qui a fait entre 200 000 et 300 000 morts. Voilà. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est important de rappeler l'histoire? Parce que l'histoire éclaire le présent. Parce que l'histoire, on en tire en principe des enseignements. D'accord? Et que cette histoire-là, elle doit au moins nous enseigner une chose. C'est la vigilance. C'est la prudence. Donc, il est important de rappeler que malheureusement, il y a des en fait, ressemblances troublantes entre la façon dont on a justifié cette opération et le discours tenu aujourd'hui pour justifier la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie, à savoir que l'idée étant toujours de soulager la souffrance des personnes malades et handicapées, et donc de toujours dire que les personnes qui provoquent la mort le font, soit par compassion, c'était ce qui était dit à l'époque. Aujourd'hui, on vous parle de soins. On vous dit c'est pour soigner. Aucun rapport avec la définition du soin, mais ce n'est pas grave. On n'est pas à une imprécision près. En fait, c'est important de se dire, tiens, quand même, ce discours, il ressemble à celui qui était utilisé. Ce que nous enseigne aussi cette opération, c'est que quand on veut justifier finalement, et ça même, on va le retrouver dans plein d'autres exemples historiques, quand on veut justifier quelque chose qui vient faire disparaître des gens, supprimer des vies, il y a toujours deux mouvements indissociables. D'abord, on va dévaloriser les vies en cause. On va vous dire, c'est pas vraiment des vies, en fait. Donc, évidemment, le discours a plusieurs variations en fonction des populations concernées, mais l'idée, c'est d'abord de dévaloriser les vies. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus acceptable pour tout le monde de se dire que ces vies qui disparaissent, c'est moins grave, puisqu'elles ont moins de valeur. Et ensuite, deuxième mouvement, tout aussi important, c'est d'attribuer à ceux qui provoquent la mort une autre intention qu'une intention cruelle ou criminelle. C'est de venir grandir ceux qui proposent cette soi-disant solution en disant non, voilà, en fait, c'est pas du tout par dessein criminel ou cruauté, c'est au contraire pour faire le bien. C'est pour, voilà, aider, soulager, faire preuve d'humanité ou soigner. C'est toujours, en fait, le même discours. C'est pas moi, mais Johan Chapoutot, peut-être que vous lui accorderez plus de crédit qu'à moi, je ne sais pas. Et mais bien, pourquoi vous dites ça parce que aux deux on se méfie toujours. Tant mieux si vous m'accordez du crédit. Mais sinon, vous ne seriez pas là. Mais en tout cas, lui-même note par rapport voilà, à ce discours, il dit c'est une prise de judo sémantique. Mais clairement, en fait. Et on la retrouve malheureusement dans ceux qui défendent la proposition de loi. Donc, ce que nous apprend également, pour finir cette opération, c'est à quel point le glissement vers une volonté de essayer de soulager des souffrances individuelles à finalement la mise en danger d'un groupe social entier est facile, en fait. Et étant donné que le vent du fascisme souffle très, 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 très fort sur nos têtes, moi, je pense que connaître cette histoire, c'est fondamental et que mettre cette proposition de loi en perspective, je ne dis pas que tout est comparable, mais mettre en perspective à travers cette histoire dramatique et tragique est nécessaire. Parce que si demain, le fascisme arrive officiellement au pouvoir et qu'un outil comme celui-là existe, je vous laisse imaginer ce que ça pourrait donner. Pourquoi vous dites qu'il faut que je lui accorderai plus de crédit qu'à vous? Non, Pour rigoler.
Ah, très bien, parce que les gens vous prennent au sérieux dans le chat. Il y a Estelos qui dit, elle t'a eu Nafduf, etc. Non, c'est pas du tout un combat C'est entre pour nous. vous bousculer aussi. C'est bien, c'est très bien, c'est très bien. Mais je rappelle que vous-même, quand vous abordez cette question-là, que vous venez très bien d'expliquer, ben voilà, vous expliquez que ce rappel n'a rien d'un point Goldwyn. C'est pour ça que je vous disais ça, parce que c'est toujours extrêmement délicat, mais étayé comme vous l'avez fait, c'est chapoutien. Bravo, tout va bien. Quelqu'un dans le chat dit honte à ceux qui ont refusé d'éditer Elisa. C'est vrai, il y a eu des refus? Ça n'a pas été simple, on va pas se mentir. Il y a une frilosité très très importante de beaucoup de maisons d'édition, notamment de gauche, face à ce sujet, puisque ben voilà, il y a un matraquage médiatique qui a réussi à convaincre beaucoup de gens que émettre une critique sur cette proposition de loi, eh bien, c'était être de droite. Moi, je trouve ça très symptomatique du problème actuellement, c'est-à-dire que si à gauche, on en est rendu à penser que protéger des vies et empêcher des morts qui peuvent être évitées et améliorer les conditions de vie, c'est un truc de droite, on va quand même très 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 mal, hein, je pense. Parce que la protection de la vie, c'est pas un monopole de la droite ou de la religion. Attention, c'est présent dans toutes les conventions internationales de protection des droits humains et des droits fondamentaux. Et ces conventions, elles ont été adoptées, devinez quoi, après la Deuxième Guerre mondiale. Je pense qu'on sait pourquoi la protection de la vie a été actée, confirmée, mise en avant, vue comme une priorité. Donc, vraiment considérer que c'est réac de vouloir éviter des souffrances et des morts qui peuvent être évitées, il y a un souci. Alors, on en arrive à la partie financière, capitaliste de l'affaire. Et d'ailleurs, il y a eu une question au tout début de l'émission de Twisted dans le chat. Les soins palliatifs et la gestion de la douleur sont en compétition avec le texte sur l'aide à mourir, pour l'interrogation, plus coûteux. Quel est le lien entre les soins palliatifs, la gestion de la douleur et cette proposition de faciliter ou de provoquer la mort? Le lien, en tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai du mal à comprendre qu'on puisse envisager de légaliser le suicide assisté et l'euthanasie, alors que la moitié des personnes malades qui ont besoin d'avoir accès aux soins palliatifs n'y ont pas accès. Ce simple constat est absolument dramatique et révoltant. Et le fait que collectivement on accepte ça et qu'on se dise que l'urgence, c'est pas les soins palliatifs, il y a un vrai problème. Évidemment, il y a une loi parallèle qui a été promulguée, qui, elle, a suscité moins de débats, qui visait à améliorer l'accès aux soins palliatifs, qui a été adoptée en mai. Je ne vous cache pas que, évidemment, si elle a été adoptée relativement facilement, c'est parce qu'en réalité, elle n'engage pas plus que ça les finances de l'État, en fait. C'est 1 milliard sur 10 ans. Et encore, ce n'est pas de véritables engagements, mais plutôt des préconisations. Il n'y a aucune certitude que les soins palliatifs vont être financés à hauteur des besoins. Et de toute façon, les besoins vont croissant. De toute façon, l'argent, le compte n'y est pas. Donc, ne serait-ce que accepter ça et se précipiter pour légaliser le suicide assisté et l'euthanasie, c'est juste incompréhensible à mes yeux. Donc, en fait, le lien, c'est que c'est deux philosophies qui n'ont rien à voir. Aux soins palliatifs, en tout cas tels qu'ils existent aujourd'hui, on ne provoque pas la mort des gens. Il y a la définition dans mon livre, on accompagne les gens et on ne provoque pas la mort. Et par ailleurs, ce qui est quand même aussi hyper intéressant, c'est de constater que dans les pays qui légalisent ce type de dispositif, il n'y a pas de renforcement des soins palliatifs qu'on observe. Pas du tout. Au contraire, ils s'affaiblissent, en fait, les soins palliatifs, quand un dispositif comme celui-là existe. Parce qu'il faut bien comprendre, et c'est ça qui est très pervers. Alors peut-être que les gens se disent que c'est pas possible, que ça va pas se passer comme ça, mais en fait, si, à partir du moment où vous tenez un discours public qui vient justifier une loi comme ça, en disant il y a en fait des morts qui sont préférables à des maintiens en vie, tout de suite après, la question, surtout dans un contexte capitaliste qui veut faire des économies sur la santé, mais pourquoi dans ce cas, est-ce qu'on continuerait à soigner et à accompagner ces personnes, puisque la solution est toute trouvée? C'est ça le danger, c'est ça qui est extrêmement grave, en fait, surtout que l'on sait que la prise en charge des personnes en fin de vie, c'est ce qui coûte le plus cher. Vous nous rappelez qu'il y a combien de départements qui sont dépourvus de soins palliatifs?
Ça doit être écrit dans mon livre. Moi, j'ai pas une très bonne mémoire pour les chiffres. Je sais que la moitié des personnes qui veulent y avoir accès n'y ont pas accès. Ça, Voilà, c'est certain. 50%, voilà. Et en Voilà. fait, c'est dingue parce que moi j'ai pris plein de notes et en fait je biffe mes questions parce que c'est exactement ce que j'avais noté dans le livre que vous ressortez ici. Donc vous connaissez, là, c'est sûr et certain, c'est bien vous qui avez écrit le bouquin. Peut-être les chiffres, vous avez du mal. C'est 20. Il y a une vingtaine de Ouais. départements, dites-vous, qui sont dépourvus d'unités de soins Voilà, palliatifs. Donc là, exactement. évidemment, on voit le choix qui est fait. Ouais. Je précise que évidemment, quand il y a des chiffres, il y a la source. Hein. Parce Bien que, sûr. oui, il y a des livres où il n'y a pas la source. Mais là, j'ai quand même documenté. C'est pas des affirmations comme ça gratuites. Vous dites que vous posez la question, est-ce que c'est une aubaine pour les économies de santé? Vous allez vous poser cette question, c'est page 53-74. Je vais vous lire un petit passage. Je crois que c'est la page 74. La proposition de non. Oui, c'est ça. La proposition de loi légalisant le suicide assisté et l'euthanasie apparaît comme une aubaine et un outil supplémentaire d'économie. Les dépenses liées à la mise en place de ce dispositif sont en effet bien inférieures au coût de la prise en charge des personnes malades, surtout lorsqu'elles sont en fin de vie. Là-dessus, personne ne vous entend sur cette question financière qui... Alors, quand on arrive à s'exprimer et à avoir des relais, les gens sont très attentifs. Je pense que la base à gauche, elle est parfaitement en capacité de comprendre et même de nous soutenir sur tout ce qu'on est en train de développer. On a plutôt un problème avec les cadres des partis politiques qui sont totalement butés et ne veulent pas se remettre en question sur le soutien à cette proposition de loi. Mais en fait, sur les chiffres et sur la question des économies, forcément, c'est une question qui est centrale pour plusieurs raisons. Alors d'abord, ces économies, elles sont documentées puisque au Canada, ça a été calculé. En fait, les économies réalisées, ça a été calculé. Oui. En Grande-Bretagne, en Angleterre, ils ont un texte comme le nôtre qui est en cours aussi. On ne sait pas trop ce qu'il va devenir, mais qui, en tout cas, il y a des gens qui veulent qu'un texte similaire soit adopté et ils ont fait une étude d'impact où ils ont évalué aussi les économies faites à cet égard. Eh bien, figurez-vous qu'en France, on ne s'est pas donné la peine d'essayer de chiffrer ça. De toute façon, l'étude d'impact qui a été faite, elle est ni faite ni à faire. Il n'y a quasiment rien dedans. C'est catastrophique. Donc, oui, on a plusieurs éléments qui montrent que c'est un dispositif qui permet de faire des économies. Et ça doit aussi beaucoup nous inquiéter, surtout quand on sait, et tout le monde a pu l'observer à travers l'actualité, à quel point actuellement, en fait, on pointe du doigt les malades en disant qu'ils coûtent cher. On prend des tas de mesures ahurissantes comme le plafonnement des arrêts maladie, comme des campagnes carrément étatiques pour responsabiliser soi-disant les malades, donc les culpabiliser. On n'a jamais eu une stigmatisation aussi officielle des personnes malades. Et donc, dans un discours politique qui est sans cesse en train de nous dire que c'est sur ces dépenses qu'il faut rogner, on peut se poser des questions, en fait. C'est quand même incroyable, et c'est pour ça que je dis que c'est le parachèvement de la politique de Macron. Parce que ce qui est super intéressant, et c'est ça qu'il faut regarder dans cette histoire, il ne faut pas prendre le problème par le petit bout de la lorgnette, en fait, et par la liberté individuelle. En fait, il faut regarder l'ensemble du tableau. Reconnaissez que c'est pas le petit bout de la lorgnette non plus, Si, c'est le la petit bout de liberté la individuelle. lorgnette. J'ai bien compris. Je sais J'ai bien que- compris votre discours. Oui, bon. bien sûr. En fait, d'un côté, on a un nombre de malades qui augmente. Et ça ne va pas s'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'on a une population qui n'est pas très jeune, qui est en train de vieillir. Bien sûr. Parce que, en fait, on a jeté à la poubelle la prévention et la santé publique. Tout notre environnement est empoisonné. On est au courant maintenant que l'eau qu'on boit, ce qu'on mange, ce qu'on respire crée énormément de maladies. On a un taux de cancer qui explose en France, en fait. Donc, les malades vont être sans cesse plus nombreux. Parallèlement à ça, on a un système de santé qui est en train de s'effondrer, un système de protection sociale qui est en train de s'effondrer. Donc, tout ce qui permet de soutenir, aider, soigner est en train de partir à volo. Et il y a quelqu'un d'extrêmement bien attentionné qui vient nous dire « Non mais attendez, si vous souffrez trop, on est super sympa. Nous, on a un dispositif qui vous permettra de partir rapidement et sans douleur. » Donc, quand même, je ne sais pas, mais moi, en sachant qu'en plus, ce dispositif permet
de faire les économies souhaitées par le système capitaliste, je ne comprends pas comment à gauche on peut tenir une position cohérente au soutien de ce texte. Alors justement, puisque vous parlez de la responsabilité de la gauche à la fin de votre ouvrage, que vous avez à plusieurs reprises parlé de gens très en vue, de politiques très en vue, médiatisés, etc. Mais vous n'avez pas donné de nom. Quels sont ces partis de gauche qui ne sont pas à gauche sur ces questions-là? Moi, j'essaye d'éviter tant que je peux les mises en cause personnelles. Mais Alors ceux pas qui, personnel, mais les partis. les partis, la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts, qui soutiennent quand même activement le texte et qui ne veulent pas nous entendre, genre véritablement. Et donc, je trouve ça véritablement déplorable. C'est une trahison totale de toutes les valeurs de la gauche. Je suis désolée, mais si on défend un texte qui va fragiliser, créer un risque énorme pour les personnes malades et handicapées, ce n'est pas cohérent, c'est totalement irresponsable en fait. Donc c'est ces partis-là, et en plus la France Insoumise, beaucoup d'entre nous avons évidemment déjà voté pour la France Insoumise et allons revoter pour la France Insoumise. Le choix n'est pas énorme et on veut absolument éviter l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Mais se dire que nous, quand il s'agit de prendre nos votes, là, en fait, on est bien d'accord qu'on puisse soutenir LFI, mais que par contre, ce parti ne veuille pas se remettre en question dans le soutien de ce texte, alors même qu'on a des arguments extrêmement solides, c'est dramatique en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la position dans laquelle on se retrouve, à devoir voter pour des partis qui sont supposément de gauche, qui doivent nous éviter le pire, qui doivent améliorer nos conditions de vie, et qui, au lieu de ça, soutiennent un texte qui est un texte, non pas de progrès, mais d'abandon définitif des personnes malades et handicapées à leur sort, en fait. Donc, c'est très douloureux, en fait, pour nous. Ça nous fait pas plaisir de devoir dire que ça ne va pas du tout de ce côté-là. Au contraire, nous, ce qu'on veut, moi, je vous le dis, moi, en tant que femme de gauche, je veux un autre projet de société. Et ce n'est pas ce que propose ce texte de loi. Donc, moi, je demande aux partis comme LFI, par exemple, de nous écouter, et s'ils étaient intelligents, ils proposeraient un projet de société alternatif construit avec nous. C'est ça, en fait. Il se trouve que LFI est en train d'écrire son programme, que chacun peut participer à son élaboration, et le chat, d'ailleurs, vous demande, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que LFI, par exemple, ou les Verts, changent d'avis? Quand vous dites ils refusent de vous entendre, vous voulez dire que vous n'êtes vraiment pas entendu, au sens, vous n'avez même pas de rencontre? Alors, ceux qui ont obtenu des rencontres, parce que certains d'entre nous ont discuté avec des parlementaires, ont été totalement méprisés, en fait. On les a envoyés bouler, et à aucun moment, on a pris en considération le risque que l'on est en train de mettre en avant, en fait. Donc voilà, donc à partir de là, c'est pas franchement nous qui avons manqué de tendre la main, d'essayer d'alerter comme on pouvait. Il y a des gens qui ont déjà essayé de participer à l'élaboration du programme de la France Insoumise. Vous pourrez en parler avec Odile Morin, elle aura beaucoup de choses à vous dire sur le sujet. La réalité, c'est que aucune des mesures véritablement transformatrices n'a été retenue, en fait, parce que LFI ne veut pas reconnaître qu'elle est défaillante sur l'analyse de la question de la maladie et du handicap. Donc moi, à partir de là, vous comprenez, c'est un peu compliqué. Là, actuellement, le danger immédiat, direct, c'est cette proposition de loi. Il faut absolument l'écarter. Il faut écrire à tous les députés de gauche qui ont voté ce texte, ou à ceux qui hésitent, parce qu'il y en a quand même qui hésitent. Il faut savoir qu'en deuxième lecture, le vote a été beaucoup moins massif. Donc, quelque part, il y a quand même des gens qui commencent à se poser des questions. Il faut absolument les interpeller. Il faut absolument leur dire que ce n'est pas possible de voter ce texte. Moi, ce que j'ai envie de demander à ces parlementaires, alors déjà, premièrement, quand on est parlementaire, on fait primer la raison sur l'émotion. Ça me paraît quand même le minimum. Deuxièmement, on applique le principe de précaution. Si jamais le risque est trop grand, eh bien, on renonce. Parce que le problème de ce texte, c'est qu'il aura
des répercussions désastreuses, beaucoup plus que de bienfaits pour quiconque. Donc, en fait, à partir du moment où le risque est là, et c'est pas n'importe quel risque. La mort, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est irréversible. Donc, en fait, bah oui, mais bon, on se demande parfois de quoi on est en train de parler. Et donc, du coup, être parlementaire, c'est être responsable et appliquer le principe de précaution quand il doit s'appliquer. Moi, la question que je me pose à tous ces gens qui veulent absolument voter ce texte, est-ce que demain, si ce texte passe, vous assumerez? Est-ce que vous assumerez quand d'ici à peu près 5 ans, parce que j'ai remarqué qu'au Canada et en Espagne, il a fallu à peu près 5 ans pour qu'il y ait une perte de contrôle, en fait, sur le dispositif. Eh bien, est-ce que vous assumerez toutes les personnes malades et handicapées qui vont mourir parce qu'elles n'auront pas pu trouver les conditions pour pouvoir continuer à vivre? Est-ce que vous assumez le facteur social qui joue dans les demandes de suicide assisté et d'euthanasie et qui sont documentées notamment au Canada? Est-ce que demain, vous arriverez à vous regarder dans une glace? Moi, c'est ça que je veux savoir chez LFI et chez Europe Écologie Les Verts. Parce que si j'étais eux, vraiment, j'arriverais pas à me regarder dans une glace. Et si on prend le temps, nous tous, avec très peu de moyens, parce qu'il faut bien comprendre une chose dans cette histoire, c'est que l'inégalité des armes, elle est totale. Nous, on est là, on n'a pas d'argent, on travaille bénévolement avec du scotch. En face, on a des associations blindées, comme la DMD, qui a totalement matrixé certains responsables de parti. Certains responsables de parti qui, eux, ont même l'argent pour commander des sondages, en fait, qui sont, sur le plan méthodologique, plus que contestables. Donc, en fait, nous, on est là avec aucun moyen, nos arguments qui se tiennent 1000 fois plus que ceux d'en face, et des médias qui nous soutiennent pas franchement. Vous voyez? Parce que ça pourrait, à la limite, faire un petit peu contrepoids. Mais on est aussi confronté à un mur médiatique. Qui vous a invité depuis la sortie du livre, par exemple? Pas grand monde. Avant la sortie du livre, et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à à travailler sur le sujet et à rédiger finalement le livre, il y a Daniel Schneiderman qui m'avait invité à Reste sur Image. Et en dehors de ça, on sait qu'au niveau de la télé, il y a vraiment totalement une campagne de désinformation totalement assumée. Le but, c'est vraiment de matraquer au soutien du texte. Et ensuite, dans la presse, on a eu du soutien, de certains catholiques de gauche comme La Vie, parce que eux, ils s'intéressent au sujet et que les autres rédactions, qu'elles soient ou pas indépendantes, elles préfèrent donner la parole à ceux qui défendent le texte, faire du sensationnalisme en mettant en avant uniquement les cas individuels qui vont dans le sens de la proposition de loi. Et on est vraiment là sur la dernière ligne droite, parce que bon, ça fait 2 ans, nous, qu'on travaille sur le sujet. Ça fait 2 ans qu'on s'épuise, et je ne vous cache pas que je suis fatiguée. Là, on est sur la dernière ligne droite. Je vous cache pas que ça se voit pas. Écoutez, tant mieux, mais moi, je sais que je suis fatiguée. Et en fait, le 15 juillet, normalement, à moins rebondissement, il peut y avoir rebondissement, on ne sait jamais dans la vie, surtout avec ce gouvernement, mais le 15 juillet, a priori, c'est le dernier vote. C'est finito après. Donc là, comment vous dire, le couteau, on l'a sous la gorge. Du coup, il faut véritablement se réveiller. Et en Écosse, figurez-vous que après de longs débats, une assemblée progressiste a rejeté le texte. En fait, au dernier moment. Alors qu'il était plutôt bien parti pour être adopté. Mais en Écosse, un parlement composé majoritairement de partis progressistes a décidé de renoncer. Donc, peut-être qu'il est encore temps. Et pourquoi? Parce qu'ils ont fait, en fait, l'effort d'écouter un nombre de personnes concernées et de militants, qui les ont alertés sur le risque. Et là, ils se sont dit, on ne peut pas. En toute conscience, on ne peut pas. Donc, je ne peux qu'inviter nos parlementaires à nous à suivre l'exemple écossais. Alors, c'est la raison pour laquelle, quand on a préparé cette émission, que vous êtes venus nous chercher par la main, qu'on est tombé d'accord tous les deux qu'il fallait la faire rapidement,
pour participer au débat, nourrir le débat. C'est la fonction de poste, notamment avant le 15 juillet, parce que le 16, ça ne servirait plus à grand-chose. Donc, je pense que la mission est accomplie. Il est 10 heures, vous avez parlé de fatigue, vous m'aviez dit aussi, il serait bien qu'on fasse 1 heure parce qu'après, voilà, c'est un peu long. Je vais vous poser 2 questions rituelles pour terminer l'émission. Alors, il y en a une première qui peut avoir un lien ou pas du tout avec notre sujet. C'est, avez-vous une recommandation culturelle, que ce soit un film, un micro-sillon, un livre, une série, une pièce de théâtre, un concert, voilà. Sur le sujet ou pas? Pas forcément. On va prendre sur le sujet. Moi, je conseille surtout 2 documentaires, parce qu'il se trouve que les militants anglo-saxons ont produit des documentaires, et ça aussi, c'est très triste en fait que les gens n'y aient pas accès facilement. Il y a Better Off Dead de Liz Kerr, qui est une actrice et une militante handicapée qui a fait quelque chose de vraiment exceptionnel, pédagogique. Enfin, vraiment, je n'ai que des compliments, et elle m'a vraiment boostée pour me lancer dans la bataille. Donc, Better Off Dead de Liz Kerr. Il faut savoir qu'il y a un autre documentaire qui a été fait. Malheureusement, le nom du réalisateur m'échappe. C'est aussi une personne handicapée, et il s'appelle Afterlife, et il a gagné un prix du documentaire à Sundance. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont produites. Afterlife, c'est ça? Afterlife, Okay. ouais. Et il y a des choses donc qui sont produites de qualité par notre communauté, et ils auraient leur place sur Arte. Et ben non, Arte préfère privilégier les choses pro-euthanasie et suicide assisté. C'est bien dommage. Donc, ces 2 documentaires, véritablement, je vous les conseille. Mon livre, évidemment, parce que je pense avoir fait un travail de synthèse pour au moins, même si je n'arrive pas à vous convaincre, et je suis totalement à l'aise avec le fait de ne pas convaincre les gens, heureusement, quand on exerce un métier comme le mien. Là, c'est raté, parce que vous avez vachement convaincu. Ouais, figurez-vous que vous pouvez même pas avoir ce plaisir-là. Ouais, mais en fait, au moins, les gens qui le liront, même si à la fin, ils ne sont pas convaincus, ils auront entendu nos positions, et surtout une idée des vrais enjeux qu'on ne leur soumet jamais dans la presse et dans les médias en général. Donc, ne serait-ce que pour avoir une idée des enjeux véritables, eh bien, je pense que mon livre vaut le détour. Loïc vous dit « Je suis convaincu ». Chaque ami vous dit « Convaincu également » par Elisa. Est-ce qu'il y a un modèle de lettre à envoyer aux députés ? Alors, en fait, c'est une très bonne question, parce qu'on travaille dessus cette semaine, que j'aimerais hyper bien vous dire, ça y est, c'est prêt, vous pouvez y aller. On essaye de faire le maximum, mais oui, en fait, on voulait mettre en place un modèle de lettre avec un site qui permette rapidement d'interpeller les députés. Là, on n'a pas réussi à aller aussi vite qu'on pouvait. Suivez toutes les orgas antivalidistes, et notamment toutes celles qui se sont regroupées sous le premier texte qui était la lettre aux députés du Front de gauche antivalidiste. Voilà, dès qu'on a des choses plus concrètes, on les diffusera au maximum. Suivez les dévalideuses, vous dit Inagi. Staffstream nous dit « Merci pour cette interview très intéressante. Go en discuter avec les camarades LFI ». D'autres donnent les titres des 2 documentaires que vous avez conseillés. Et voilà, ça n'arrête pas. Et la dernière question, moi, Elisa Rojas, présidente. Oh là là. Ouais. Ça serait pas mal. Mais quelles seraient les réformes ? Quelles seraient les réformes que vous prendriez tout de suite ? Non, mais en fait, vraiment, je ne veux pas être présidente. Je me méfie beaucoup des gens qui veulent être président de la République. Je pense que c'est très mauvais signe, que ça doit nous alerter. Le pouvoir, c'est vraiment quelque chose qui donne le vertige, qui est dangereux, et donc il faut s'en méfier. Moi, ce que je souhaite pour les personnes malades et handicapées, c'est vraiment une autre société, une société qui reconnaisse qu'on est tous interdépendants les uns des autres, en fait, qui arrête de stigmatiser la vieillesse, la maladie, le handicap, qui respecte nos droits, et notamment les textes internationaux, en fait, qui arrêtent d'enfermer les personnes en raison de leur âge ou en raison de leur handicap, ou même pour des raisons psychiatriques, parce que ça pose aussi problème. Donc, en fait, c'est ça que je veux, moi. Et c'est ça que je voudrais que la gauche nous propose, en fait, qu'elle soit ambitieuse. Pourquoi vous n'êtes pas ambitieux pour nous ? Moi, je suis ambitieuse pour nous. Je veux tout. Je veux la meilleure des vies jusqu'au bout.
magnifique, absolument magnifique. Voilà, et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Je termine l'émission en faisant un petit point promo pour ce magnifique festival de cinéma dont Au Poste est partenaire officieux mais actif. Et d'ailleurs, je pense qu'au moment où je parle, Théophile est en train d'essayer de régler au mieux la caméra. Théophile qui s'occupe également des réseaux sociaux de Frida Film Festival. Ça a lieu à Paris du 27 au 29 juin. Beaucoup de films sont gratuits ou à petit prix. Ce sont que des documentaires liés à l'art. Il y a des documentaires absolument exceptionnels qui ont été présentés à Cannes, d'autres qui sont beaucoup moins connus. J'aurai le bonheur d'animer une masterclass avec le monteur de l'un de ces films, Soundtrack to a Coup d'État, film absolument extraordinaire sur le jazz et sur la politique américaine en Afrique, avec le masterclass avec le monteur Rick Chauvet qui a travaillé 4 ans sur ce film, qui est pour moi vraiment absolument un modèle. Voilà, le Frida Film Festival s'ouvre le 27 jusqu'au 29 juin. Allez sur leur site frida.film, prenez vos places parce que ça commence à monter là, ça commence à monter. Voilà, merci beaucoup à vous Elisa, c'était un bonheur de vous recevoir et j'ai adoré comment on s'est rencontrés. Vous êtes venus et ça vous m'avez convaincu. J'ai lu le bouquin et j'ai dit ah ouais, là il y a quelque chose quoi. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci. On essaye de mettre un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les images. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. On a réfléchi, on a bavardé, on a cherché à se souvenir et une issue peut-être à ce qu'on vit aujourd'hui. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour éviter le pire demain. Qu'avons-nous fait au poste? Elle est bien ta question. C'est à toi de me le dire. C'est bien qu'il y ait des lieux de débat intellectuel et qui soient pas trop institutionnels, c'est encore meilleur. On a parlé du monde, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on a, de ce qu'on peut devenir. Élaborer des notions qui sont plus adéquates à ce que nous vivons pour quitter le régime de la fausse conscience. J'espère que c'est ce que nous avons fait. On a essayé d'expliquer, on a essayé d'analyser, de gratter quelque chose, de faire que les gens comprennent un petit peu plus ce qui se passe en ce moment. Nous avons examiné des possibles. On a confronté des opinions d'une manière démocratique. On a essayé de pointer une plus grande vigilance sur le langage. Parler de militantisme, c'est être parlé par tout ce qui nous précède. Nous avons essayé de décoder le monde et j'espère qu'on a pu apporter un peu de sens. Et maintenant, la question rituelle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour peser sur la situation? Que faire?
Que faire ? Il y a beaucoup de choses possibles en fait. Et dans les luttes sont extrêmement créatives, elles sont inventives, elles sont riches. Et souvent, elles ne se contentent pas d'être anti-tout, mais aussi de penser des contre-projets de territoire et comment vivre autrement dans les territoires. Se dire qu'on a tous et toutes les capacités d'agir par nous-mêmes, qu'il ne faut pas déléguer cette action à d'autres. Savoir ce qui a été fait permet aussi de savoir ce qui est possible de faire, c'est inspirant pour la suite. C'est à la fois que faire, c'est comment faire, par quel chemin, comment s'organiser. Construire aussi des manières de faire du commun, de partager, de s'entraider, que là, il y a les possibilités d'une autre société. Il faut qu'on organise un mouvement révolutionnaire qui soit capable à la fois de s'opposer à ces systèmes de domination, mais qui soit capable aussi de proposer d'autres formes de faire société, et du coup une société débarrassée des rapports de domination. Que faire, c'est pas à moi d'y répondre, on y répond collectivement à chaque fois qu'on résiste, qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà s'y intéresser, s'informer, et après, une fois qu'on aura fait ça, peut-être qu'il sera temps d'interroger la responsabilité collective et la responsabilité de l'État français dans cette situation-là. Je pense qu'il faut profiter de tous les instants tout en n'étant pas dupe et naïf.